un petit peu la présence des personnes. Alors, juste avant de présenter nos deux intervenants, juste pour vous parler quelques instants de l'Entrepreneur Café, pour ceux qui connaissent, qui sont déjà venus, les têtes de tête connus, le principe de l'Entrepreneur Café, c'est tout simplement qu'en effet, on essaie à accompagner tous ceux qui ont un projet, généralement les gens de l'EDEC, mais c'est ouvert aussi aux autres entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur des sujets d'actualité au tout début, parce que l'EDEC a mis en place beaucoup de choses pour les entrepreneurs, et autant les business angels, ce genre de choses, et donc souvent, comme on le fait aujourd'hui avec le club marketing, on met aussi en contact les autres entités qui pourront vous servir, et surtout que les EDEC font vivre. Donc aussi, c'est très important il y a beaucoup de ressources, l'EDEC met pas mal de moyens, et c'est important qu'on en profite et on l'utilise. Pour ça, nous sommes 4 dans le club, et on fait des formats assez réguliers d'échanges. On présente aussi des formats où les gens peuvent présenter leur projet sur un format de quelques minutes pour pouvoir en effet avoir un retour avec les personnes présentes, voir si c'est bon ou pas sur leur projet, si ça a bien présenté. Souvent avant d'aller voir les business angels, bonne préparation. Et après on a aussi des thèmes vraiment thématiques avec des sujets beaucoup plus concrets. Présente Hugues Masselin, il y a aussi et Jérémy qui ne sont pas là aujourd'hui. Moi c'est Fabien. Donc je vais laisser la parole à Hugues qui va vous présenter nos deux intervenants qui vont certainement pouvoir répondre et échanger avec vous sur tous ces sujets d'entrepreneurs. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont aussi online. Alors, aujourd'hui, la table ronde, c'est sur le sujet des canaux, donc le canal commercial et le canal de communication plutôt sur les réseaux sociaux, sur les outils techniques. Donc, nos deux intervenants ici, on a d'abord Emmanuel Brunet, qui a monté 2 sociétés, après avoir été diplômé d'EDEC en 1997. Donc, une première qui s'appelait l'agence Archie et d'Alembert en 2001, qui a été achetée ensuite en 2003. Tu es passé ensuite par tu fais une DG de Car Interactive en 2005, puis tu cofondes ensuite Archipelago Publishing, et qui est racheté ensuite en 2013 par 118 000. Et enfin, tu es en ce moment CEO de ERM Technologies, et tu es en parallèle également Business Angel. Donc voilà. Ensuite, on a Stéphane Degonde, qui vient de Dauphine, qui est entrepreneur, auteur et blogueur. Tu as monté la société Cinco Senso, qui était spécialisée des solutions de paiement privative en marque blanche. Auparavant, tu es passé par de nombreuses grosses sociétés comme IBM et PricewaterhouseCoopers. Et tu as écrit récemment, tu as publié ton livre « J'ose entreprendre, créer et gérer son entreprise sans responsabilité pour réussir », dans lequel tu as pu interviewer de nombreux entrepreneurs et avoir une vision globale de ce qu'est l'entrepreneuriat en France. Et tu tiens également le blog « Une vie d'entrepreneur, réussir contre vents et marées ». Tu interviens aussi, tu écris des papiers dans quelques revues comme notamment la Harvard Business Review. Donc voilà, merci d'être là. Est-ce que vous avez éventuellement quelque chose à rajouter sur vos propres profils, quelque chose que je n'aurais pas mentionné? C'est super. Magnifique. Alors, comme on le voit, de nombreuses personnes s'interrogent sur comment faire passer sa proposition de valeur vers son segment de clientèle. Donc, par où il faut commencer ces démarches commerciales lorsqu'on se lance, au-delà des grandes théories stratégiques. Comment est-ce qu'on peut se lancer sur cette méthode-là? Là, je pense qu'il faut commencer par segmenter 2 univers B2B, B2C. Clairement, on va avoir des approches qui sont totalement différentes. B2B, et après, il faut détailler sur les marchés, savoir si on va sur des marchés qui sont déjà existants ou si on défriche un nouveau marché avec un nouveau type de produit. Je pense qu'on va déjà avoir des systèmes de petites matrices. Et ensuite, en fonction du marché sur lequel on va, si on est sur un marché B2B structuré, je pense qu'on va aller assez rapidement sur un marketing assez simple, beaucoup de commercial très structuré. Si on est sur du B2B avec typiquement start-up, sur un nouveau marché, un nouveau produit, on est plus dans une démarche de business development, donc on est sur des techniques un petit peu différentes, qui seront moins commerciales, pour essayer de maximiser les rencontres, le réseau. Et après, on
même problème. Soit on est sur un marché existant, on va pouvoir aller analyser les canaux marketing, voir ce qu'on peut faire, quelles sont les best practices existantes, et on va en fait dérouler une stratégie qui va être plus évidente. Si on est sur un nouveau service, finalement connu, type une app mobile, quelque chose d'assez disruptif et nouveau. Si on prend les exemples de toutes les startups américaines, les Airbnb, les Uber, qui ont révolutionné, créé un nouveau marché, là les démarches sont totalement alternatives, on va plus passer par les réseaux sociaux, le bouche-à-oreille, essayer d'aller faire des choses qui sont un petit peu originales. Et là, on va beaucoup moins dérouler une stratégie B2C classique et conforme à ce qu'on a appris à l'école. Là, je pense qu'il faut séparer 4 cas. Première qui est l'entrée B2B, B2C, la deuxième, intervenir sur un marché existant ou aller décrocher un nouveau marché. Pour commencer, une première piste de réflexion. Alors, avant de rentrer dans cette structure-là, ça marche pas, Ça enregistre. ça, d'accord, pardon. Faut juste parler fort. Il y a même des questions amont à se poser, en fait. Et moi, je le vois beaucoup dans les entrepreneurs que je côtoie. C'est savoir ce qu'on va vendre, en fait, savoir vraiment s'approprier les services qu'on va vendre. Et je me rends compte qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont pas tellement conscients, finalement, de la valeur de ce qu'ils ont à proposer. Et donc, le message qu'ils vont faire passer, il ne sera pas bon. Il ne sera pas bon que l'on s'adresse à des marchés possibles. Et très en amont de ça, il y a une vraie appropriation par l'entrepreneur ou par les dirigeants de l'entreprise de ce produit ou service qu'ils vont aller proposer. Il y a une deuxième chose aussi, c'est l'identification de celui ou celle qui va être le mieux placé pour aller le vendre. Et là aussi, il y a plein d'erreurs qui sont faites. Et moi, je vois l'une des premières erreurs, c'est qu'on confie la responsabilité de la commercialisation d'un produit ou d'un service à quelqu'un qui n'est pas ce qu'on appelle un profit taker. Donc ça va être quelqu'un qui va être capable d'aller vendre, capable d'aller générer du profit sur ce qu'on va vendre, c'est quand même une toute autre histoire. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites très en amont par des jeunes entrepreneurs quand ils se lancent, en ayant l'impression d'être capables de vendre parce qu'ils sont effectivement un peu habités par leur produit, par leur service, mais ils passent complètement à côté du truc parce qu'ils sont incapables d'aller générer véritablement ce profit qui va être nécessaire ensuite pour croître. Et puis il y a un troisième point, là aussi qui est un peu en amont de cette structure qu'on a évoquée, qui est la notion de segmentation avec une priorisation des clients. Je m'explique. Il y a un des dangers qui est de se tourner très vite vers ses clients prioritaires principaux, clés pour le développement d'entreprise. Et si vous vous tournez très tôt sans avoir validé ce que vous vendez, il y a un risque majeur de se cramer et d'être cramé pour une durée relativement longue. Donc il y a une vraie segmentation à faire en disant quels sont mes clients prioritaires, quels sont les clients secondaires, et parmi ces clients prioritaires, est-ce qu'il y en a un, deux, trois, éventuellement, ou alors je vais taper dans le secondaire, que j'accepte de sacrifier si jamais la démarche commerciale ne se passe pas au mieux. Et ça permet d'éviter finalement pas mal d'erreurs, notamment quand on commence à s'attacher au secondaire. Et une fois qu'on a bien validé ces messages, une fois qu'on a... parce que je vais faire un parallèle. C'est un peu le parallèle de l'idée, mais c'est aussi le parallèle de recrutement. Quand vous avez une bonne idée, quand vous pitchez dans des investisseurs, ou quand vous passez un entretien pour un poste, le premier entretien, le premier pitch, ou la première verbalisation d'idée, elle est nulle. Et en fait, vous n'êtes pas bon. Et il faut quelques pitchs, quelques entretiens de recrutement, il faut quelques messages passés sur son produit pour qu'en verbalisant, on rende son message de plus en plus intelligible et qu'ensuite, on améliore, on corrige son message avec le retour d'information. Et une fois que votre message il est ultra blindé, validé, et donc qu'il passe très bien vis-à-vis des personnes auxquelles vous vous adressez, c'est là que vous pouvez aller directement voir justement vos clients prioritaires, parce que vous aurez validé le bon produit, et donc là vous pourrez basculer finalement vers cette segmentation qui sera du marché, enfin marché nouveau ou marché mature. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion avant tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande complémentarité dans les messages qu'on vient de faire passer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi, alors après il y a certains points qui vont quand même s'appliquer ou pas en B2B ou en B2C. Pour moi, il y a quand même une grosse différence, parce que dans un cas, on va être d'accord sur l'exemple du profil commercial. Celui dans une équipe d'associés qui se considère comme le meilleur commercial et souvent peut-être le plus mauvais de mon expérience. Je pense que la vente, c'est un métier qui doit être extrêmement structuré. On doit avoir effectivement une logique de profit maker. On n'est pas forcément dans une logique
d'évangélisation, donc de se faire connaître, l'objectif de gagner de l'argent. Donc, savoir structurer un produit, pour faire comprendre la valeur ajoutée au client et le vendre. Et c'est souvent assez antagoniste de certains profils qui s'estiment bons commerciaux. À l'inverse, si on est, j'ai reçu parmi vous, il y en a plusieurs qui travaillent sur des projets qui sont assez B2C, avec une logique d'aller vendre à des end-users. Et là, pour moi, la structuration de l'outil est différente. On est plus sur des profils qui sont marketing, quand on parle de web, forcément technique, que sur des logiques purement commerciales. Donc, on va plus avoir en amont tendance à aller sur de l'étude de marché, de l'analyse de concurrence, de la techno, pour bien comprendre comment on structurer son produit. Et là, le travail amont, il sera très marketing produit. Le travail de pitch sera avant tout de conceptualiser, d'écrire la promesse qu'on va apporter au marché conquise et comment on va révolutionner le marché sur lequel on va intervenir. Donc, si c'est un marché déjà existant, on doit apporter en plus. Si c'est un nouveau marché, pourquoi on va le créer et pourquoi on va rencontrer la vision des consommateurs et faire le nouveau odeur, etc., etc. Je pense que la fonction et la segmentation pour voir si on va avoir une approche qui sera très marketing, avec un produit très fouillé et des pitchs assez conceptuels. Et si on va être plus dans le B2B, identifier un besoin d'entreprise, voir comment le satisfaire, on partir dans une démarche qui sera très produit / commercial, avec une démarche commerciale très structurée. J'aurais une première question. Oui, je peux ramener juste un truc. Ouais. Il y a aussi un autre sujet qui est extrêmement important et qui va avoir une conséquence évidemment sur la partie commerciale. C'est sur l'histoire que vous avez envie d'écrire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux philosophies en approche marché, en développement. C'est soit vous êtes sur une logique d'investissement avec un retour potentiel tardif, et soit vous êtes dans une logique de commercialisation rapide avec une notion de génération de profit, elle aussi rapide. Et ça, c'est deux approches qui sont évidemment complètement différentes parce que cette décision que vous allez prendre, la philosophie ou votre religion que vous allez avoir vis-à-vis du développement de votre entreprise, va énormément impacter votre démarche commerciale. Et surtout les besoins ou les ressources dont vous allez avoir besoin pour pouvoir développer votre entreprise. Si vous êtes sur une logique d'investissement et que ça va prendre du temps, il va falloir en plus très vite vous adosser à des fonds, à des gens qui seront capables en fait, d'investir dans votre boîte pour vous aider à structurer l'équipe, la grosse équipe qui va devoir s'investir pendant un temps relativement long avant d'avoir un retour sur des marges de vente. Et puis après, vous avez l'autre volet qui est de dire ben moi finalement, je ne suis pas dans cette logique d'investissement, donc j'ai qu'une priorité, c'est d'identifier où se trouve l'argent et qui sont les acteurs qui vont payer rapidement. Et ça, c'est là aussi un des réflexes, je l'ai fait comme plein d'autres, on n'est pas forcément dans une logique d'investissement long terme acquise avec des levées de fonds une fois, deux fois, trois fois sur une période de 5 ans, mais on se place quand même dans une logique d'investissement en disant c'est pas très grave, je sacrifie un peu le profit aujourd'hui, mais ça va bien rapporter dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Alors en fait, on passe à côté d'une chose qui est absolument essentielle, c'est que déjà on fragilise financièrement sa boîte, donc on va de toute façon la mettre en logique de devoir se refinancer assez rapidement. Et puis on s'installe dans quelque chose, dans un esprit qui ne me semble pas être le bon, qui est de dire on peut accepter de perdre de l'argent pendant 1 an ou 2 ans. Ça n'a aucun sens. Donc quand on a un produit ou un service qui potentiellement peut rapporter tout de suite, il faut tout de suite identifier qui sont les acteurs qui ont de l'argent, vraiment, qui sont prêts à payer, et qui sont prêts à payer rapidement, sans rentrer dans des logiques de recouvrement un peu compliquées, etc. Donc on identifie vraiment la cible marché qui paye, et qui paye bien. C'est du pragmatisme. Alors, comme le principe, c'est aussi bien sûr de pouvoir laisser le micro le plus possible donc à tout le monde. Moi, j'avais une première question, c'était la grosse problématique que je retrouve comme certainement beaucoup de personnes ici, c'est comment je fais ou quelles sont les bonnes pistes que je peux avoir pour identifier ce client. Parce que moi, j'en parle de mon projet avec mes amis autour de moi. J'ai une très très bonne idée, j'en suis convaincu, mais comment justement j'arrive à bien comprendre où est le marché, où sont ces acteurs, ces clients potentiels qui sont vraiment mon retour sur investissement, qui ont de l'argent pour mon entreprise. Alors, on parle beaucoup des logiques de test avec des méthodes de start-up. Donc l'un des bons moyens, c'est évidemment d'aller très vite à la rencontre de ces clients.
l'un des freins majeurs, ou l'un des risques majeurs pour les entrepreneurs, c'est qu'ils s'installent en mode laboratoire pendant 6 mois ou 1 an, en pensant à leur produit génial, en se persuadant que la cible client est celle-ci, et en attendant donc 6 mois ou 1 an avant de se tourner vers cette cible client. Donc le premier conseil clé que je pourrais donner, c'est aller très vite à la rencontre de votre client, parce que ça va permettre de faire la sélection naturelle. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que le client que vous aviez imaginé, finalement, il n'attend pas le service, que celui d'à côté non plus, et que celui encore d'à côté non plus. Alors là, il y a une première question à se poser, c'est est-ce que c'est ma proposition de valeur qui est à côté de la plaque, ou est-ce que c'est le message que j'ai délivré qui n'est pas le bon? Donc, la première chose, ça va être sur la base d'une segmentation et d'une cible client que vous avez faite, c'est de dire, je vais d'abord regarder mon message et éventuellement modifier la qualité de mon message, pour voir si avec un message un peu différent, et tout en regardant la proposition de valeur, parce que la proposition de valeur, c'est évidemment impactant, c'est proposition de valeur qui est une réponse à une douleur ou une souffrance ou une problématique sur un marché, ça ne se corrige pas, on ne pivote pas de cette façon-là non plus aussi rapidement. Et donc, c'est de dire, est-ce que d'abord, priorité, est-ce que le message que j'ai fait passer, est-ce que c'est le bon? Donc, je vais d'abord tester auprès de ces différents clients cibles un autre message, éventuellement, ou 2 autres messages. Et puis, si évidemment, après 3 à 4 messages, vous vous rendez compte que ce n'est pas le bon, il faut peut-être élargir un peu les clients en délivrant ce même message ou changer la proposition de valeur. Mais pour moi, la logique de test, elle est absolument fondamentale parce que c'est ce qui va permettre de gagner du temps. Et donc, quand on gagne du temps, on perd moins d'argent. Et on a surtout cet aspect validation rapide qui va être un énorme bénéfice pour l'entreprise. Je pense qu'aller très vite à la rencontre du client, quel que soit le marché, c'est une bonne chose. S'enfermer dans une guerre pendant 6 mois, c'est voire plus que une start-up, c'est vraiment ce qui marche pas. Et je pense qu'au-delà d'aller à la rencontre d'un client, il faut très vite démarrer une collaboration avec un client. Il ne faut pas forcément chercher le profit immédiat. Je pense que dans la toute première étape, il faut même finaliser, je parle de ce que je connais bien, une nouvelle technologie qui va apporter, identifier, les gens qui commencent à coder des trucs, on a un produit qui commence à pouvoir tourner en version méta, qui est une première qui est identifiée. Pour une client, il faut aller très vite chercher un client pilote, quitte à faire un chiffre d'affaires ridicule, mais pour bien valider que d'une part, ça fonctionne, que tout tourne, mais également valider quelle est l'équation économique pour le client, le bénéfice qu'il tire du produit donc fourni. On a l'intention de lui vendre à lui et à de nombreux autres, pour bien mesurer son équation économique, bien comprendre la valeur ajoutée réelle que le client va tirer du produit. Et une fois qu'on a cette info, ça permettra de partir sur une démarche commerciale en ayant un pricing et un business model qui seront adaptés aux bénéfices opérationnels qu'on va fournir à ce client. Donc, je pense que dans beaucoup de cas, les startups sont trop à essayer de finaliser leur produit et un produit est quasiment toujours jamais fini. Surtout quand on parle de techno, le produit est toujours ongoing, on va toujours pouvoir faire mieux, faire une nouvelle version, etc. Donc là, il faut sortir assez vite, dès qu'on a les fonctionnalités clés, sortir sur le marché, rencontrer ses clients, essayer d'en attraper un, et démarrer une relation pilote avec lui, pour pouvoir finir de mûrir le produit, finir de mûrir le discours commercial, la promesse, pouvoir asseoir la promesse dans des pitchs si on veut lever de l'argent sur un cas concret, en disant voilà, j'ai un client pilote qui est la société machin, qui tire tel bénéfice, qui a gagné grâce à mon produit 10% d'efficacité sur telle activité, sur telle période, etc., pour avoir une démonstration concrète de la réalité du produit. Je pense que la confrontation avec le client, au-delà de l'aspect commercial, c'est capable très vite de faire tourner un produit et de faire ce qu'on appelle un POC, un faux concept, pour avoir rapidement des chiffres qui vont ensuite nourrir le packaging produit et le discours commercial. Je rajoute juste quelque chose. Alors, j'aime bien effectivement l'idée de la co-construction. D'autant plus que les clients, maintenant, ils sont prêts à ça. Il y a quelques années, quand il y avait une petite entreprise, on s'attendait à ce qu'elle soit disponible, mais on s'attendait à ce qu'elle arrive avec un produit absolu et qu'on allait acheter. Ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que maintenant, on peut se positionner comme étant une entreprise qui n'a pas encore validé 2 choses, ses produits ou services, et même son business model. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce message assez transparent vis-à-vis des clients. Ça veut dire on est dans une logique de co-construction, et la co-construction, elle a une vertu, c'est qu'elle implique, elle engage, elle responsabilise le client auquel vous vous adressez. Et en plus de cela, elle permet aussi la modification du business model. Parce que l'un des risques, en fait, quand on va vers un premier client,
et je te rejoins là-dessus. L'un des risques, c'est que si on part sur un business model totalement dégradé et que ce business model est considéré comme acquis par le client, on va se traîner la casserole du business model dégradé pendant quelques mois, voire quelques années. Et ce client, ce premier client, et je parle en connaissance de cause, ce premier client qu'on a pu signer justement dans des conditions dégradées, si lui n'a pas compris qu'il allait devoir s'inscrire dans une logique de co-construction et donc accepter une modification du business model dans le temps, et qu'il reste sur sa position facile du premier client, donc avec un business model dégradé, eh ben, il peut devenir votre gros client. Et un gros client durable. Et du coup, vous avez un business model dégradé durablement, et qui fragilise l'entreprise. Donc, oui, sur la logique de co-construction pour valider le business model, mais avec la nécessité de faire comprendre aux clients que le business model risque d'évoluer, et évidemment en bonne intelligence avec le client, parce que vous êtes dans une logique de construction. Et puis, autre chose, qui est là aussi un des... Alors, on parle de start-up, il n'y a pas que des start-up ici, hein, mais c'est plus le rapport petite entreprise, grande entreprise. Et dans la segmentation client, parce qu'on parle aussi de démarche commerciale, il y a des tentations, évidemment, c'est la grande entreprise, au fantasme de la grande entreprise qui va permettre de révolutionner son modèle. Là, c'est un danger absolument inouï, la grande entreprise, parce que on se rend compte qu'il y a un risque de cannibalisation, de pillage intellectuel qui est absolument incroyable. Et notamment quand vous avez des discussions avec les grands comptes, il faut signer quelque chose, même si c'est pas grand-chose, c'est quelques euros, mais quelques euros, même des centaines d'euros ou des milliers d'euros avec un grand compte, avec un grand groupe, c'est déjà un pas important fait, parce que s'ils ont validé une sortie de cash qui n'est même pas grand-chose, vous êtes déjà dans une relation juridique contractuelle. Et l'un des grands dangers des petites entreprises, c'est on travaille pendant des mois et des mois et des mois sur un projet en co-construction non financé, donc non financièrement contractuel. Et au bout de 6 mois, on vous dit ah ben merci, c'était vraiment bien, mais là maintenant on va pouvoir lancer un appel d'offres. Et donc vous avez participé à la construction de l'appel d'offres. Et puis deuxième chose, c'est ah ben c'est quand même vraiment bien, mais on a décidé de faire en interne. Et là, il y en a plein de petites startups qui sont à voir comme ça. Donc oui, je rejoins ce qui vient de se dire, essayer de signer quelque chose le plus vite possible, mais, donc ça permet d'installer la relation contractuelle, mais laisser entendre qu'on est dans de la co-construction et que donc il y a des choses qui vont être négociées dans le temps. Oui, je suis d'accord, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et quand il faut absolument des profils budgétaires, ne serait-ce que le projet soit réellement géré et déployé en proposant un test gratuit. Ça n'engage à rien et naturellement le client ça va pas mettre de ressources en face pour faire la partie co-construction. Là on parle pas mal de B2B. En B2C, la même démarche est possible aussi dans le sens où par exemple avec le crowdfunding, on a une logique où on va impliquer de plus en plus le consommateur en amont sur un nouveau produit. En allant, c'est le cas, il y a énormément de projets comme ça sur Kickstarter en B2C, où on va proposer aux consommateurs des produits qui sont pas finis en disant voilà ce qu'on veut faire. Donnez-nous un peu d'argent, voilà ce que vous récupérerez en face, et donnez-nous un peu d'argent, et dès qu'on atteint notre objectif de crowdfunding, voire qu'on dépasse, on va rentrer en production du produit. C'est-à-dire que cette phase de dire j'implique les consommateurs, le client au sens large, en amont, pour m'aider à finir aller jusqu'à la production du produit, d'un produit qui est déjà défini, mais qui n'est pas encore physiquement produit, ça marche aussi en B2C. Et c'est la tendance d'impliquer les clients très en amont de la production d'un bien ou d'un service, elle est de plus en plus réelle, et pour le coup, sur tous les marchés, Pardon, après, sur la question des premiers clients, il y a un truc auquel on ne pense pas beaucoup, c'est son propre réseau. Alors, on parle de B2C, mais le propre réseau, son réseau personnel, il a une valeur absolument incroyable. Quand on commence à avoir un peu de bouteille, enfin, voilà, on a travaillé dans différentes boîtes, on a un réseau professionnel qui commence à être un peu dense. Et puis on a aussi, comme on a un peu de bouteille, on a aussi une famille, des amis d'amis, et on les oublie toujours, en fait, quand on commence une activité. Et on essaie de se tourner vers des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est compliqué d'aller chercher des gens qu'on ne connaît pas. C'est un peu comme aller chercher des fonds. On se dit, bah, tiens, on va aller chercher des fonds auprès de gens qu'on ne connaît pas, alors qu'il y a des gens tout autour de nous, ils ont plein d'argent à mettre. Et bien, les clients, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens, je pense que tout mais le B2B, vos anciens réseaux professionnels, tous les contacts, toutes les personnes avec lesquelles vous avez travaillé,
essayez de leur vendre quelque chose. Alors quand je dis essayer de leur vendre, essayez pas d'avoir un avis du type « Ah oui, c'est intéressant, c'est ok, c'est intéressant, tu l'achètes, on signe tout de suite, tu fais un chèque et tu me donnes de l'argent. » Et ça paraît pas grand-chose, mais ça a une force de démultiplication absolument incroyable. Déjà, ça vous installe, ça vous valide, en termes de confiance, ça c'est génial. Et puis au-delà de ça, c'est le principe de la démultiplication, c'est-à-dire que vous avez vendu à 2 cousins et à vos grands-parents qui vont parler autour d'eux, et donc pour le B2C, ça va accélérer les choses. Et puis vous avez réussi à convaincre 2 personnes qui travaillent dans votre ancienne boîte et qui sont intéressées par votre service B2B, bah, et pareil de la même façon, ils vont commencer à en parler autour. Donc les premiers clients, au-delà de toutes les segmentations, les espèces de projections que vous pourriez faire, c'est ceux qui sont tout à côté de vous, autour de vous, avec vous, et dans un cercle extrêmement proche. Alors, toujours dans cette logique de co-création avec des potentiels clients, est-ce que c'est possible aussi de les approcher sans avoir même de proof of concept? Parfois, les entrepreneurs américains, notamment, prétendent qu'on peut aller notamment au contact des clients, leur proposer une proposition de valeur, alors que même elle n'est pas présentée, pas produite. Est-ce que c'est possible, selon vous, notamment en utilisant Google AdWords ou ce genre d'outils? En ce qui concerne la techno, par exemple, quand on va chercher son premier client, on n'a pas de client et on est dans une logique où on a une brique techno qui tourne, on a défini une promesse et on va proposer à un client de faire un test pour valider cette promesse. C'est clairement ce qui se fait aux US. Alors en France, les grandes entreprises commencent à être de plus en plus réceptives, elles le sont encore plus aux États-Unis. Et la question, c'est est-ce que la proposition de valeur et les technologies qu'on a développées sont suffisamment disruptives pour que le premier client se dise moi je m'installe, je teste et c'est très bien. Et après, en B2C, avec un niveau de service, on peut aller facilement effectivement en mettant 100 €. Déjà, Google offre souvent 75 € à qui fait sa société, Facebook un peu dans le même tonneau. On peut facilement, avec quelques centaines d'euros, aller tester des campagnes publicitaires sur Google, Facebook, créer une fanpage, un compte Twitter, faire du social media optimization qui ne coûte rien et qui permet déjà de faire venir des gens, d'avoir des contacts, d'interagir avec les potentiels clients sur les réseaux sociaux pour benchmarker ta proposition de valeur, et éventuellement faire tester un embryon d'application ou de service email. Très tôt, sans avoir forcément fait tourner beaucoup de cas, aller à la rencontre de ces clients. Pour rebondir là-dessus, parce qu'il y a quand même une énorme différence culturelle. On parle du marché français, on parle du marché anglo-saxon. Et en fait, nous, on a un marché sur lequel on est dans la valeur de la preuve. Les Américains peuvent effectivement se lâcher et se s'enthousiasmer pour quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas encore été véritablement testé ou lancé. Et nous, on est baigné là-dedans, et moi je l'ai constaté tout le temps. On a évidemment, sans vouloir évoquer les poncifs, mais on a cette logique de l'excellence en permanence, on a le regard critique qui pèse en permanence sur les produits qu'on peut apporter. Et il y a une forme de réticence à vous donner un go, et on le vit vraiment quasiment au quotidien, sur des choses qui n'existent pas, qui n'ont pas encore été validées. Et donc, pour moi, il y a 2 choses effectivement essentielles. La première, c'est d'avoir conscience de ça, et donc de savoir que dans les messages que vous allez devoir faire passer, il va falloir qu'on vous associe un crédit fort, une légitimité à faire très rapidement. Même si vous n'avez pas encore un truc totalement existant, mais si vous n'avez pas ce truc totalement existant, il faut qu'on se dise, il n'y a aucun débat là-dessus. Ce gars qui me parle de cette chose qui n'est pas encore existante, il est en situation de le faire. Et donc il va falloir créer tout un écosystème ou toute une masse d'informations autour de la démarche que vous engagez. Et on parle beaucoup de storytelling, de créer des légendes, mais il va surtout falloir que vous ayez des outils de com, qui sont des outils de com qui vous crédibilisent. Ça paraît tout bête, mais vous vendez une expertise. Si jamais vous voulez vendre une expertise, c'est pas mal si pendant 1 an ou 1 an et demi avant, vous avez été un blogueur, vous avez eu des prises de parole, vous avez été un vrai relais d'information sur ce sujet particulier, et que vous vous êtes installé dans le paysage comme étant un expert sur ce sujet. Et quand vous allez voir un client, et que vous êtes installé dans le paysage en étant un expert sur le sujet, et que vous lui dites, écoutez, voilà, moi je développe une solution ou un truc dont on n'a pas beaucoup entendu parler, et regardez,
j'ai fait plein de publications là-dessus. Regardez, j'ai déjà engagé des discussions avec des clients et je peux vous montrer le type d'échange, voilà comment on a fonctionné sur ce nouveau projet. Ça vous positionne. Et là, pour le coup, on arrive à justement casser cette espèce de barrière culturelle qui va être un vrai frein et qui vous empêchera de monter, de développer des projets à partir de rien. Parce que voilà, sans matière, ici, c'est compliqué. Okay, donc ça paraît anodin, mais la barrière culturelle, c'est un truc qu'on le vit vraiment, quand on a des petites boîtes, on le vit vraiment tout le temps. Notamment dans la technique. Ouais, enfin, on mentionne un cas complémentaire, je suis d'accord sur le fait que le besoin de confiance est plus important en Europe qu'aux US. En Europe, il y a quelque chose qui se développe pas mal, qui est de quitter une entreprise, et que l'entreprise soit son premier client. Et il y a de plus en plus de startups où c'est le type de logique, un salarié quitte sa boîte, va voir son patron et dit bon, voilà, je vais partir parce que, en l'occurrence, j'ai un projet de création d'entreprise, je vais faire ça, ça et ça, et est-ce que potentiellement ça vous intéresse si j'ai fini mon produit? Je reviens vous voir dans 6 mois. Je reviens 6 mois plus tard en disant ben voilà, donc vous me connaissez, je suis fiable, je connais bien la boîte, je connais bien les besoins, j'ai développé une technique qui peut vous être utile, est-ce que vous voulez la tester? Et pas mal de boîtes en ce moment sur le marché, le marché digital. Leur premier bloc, j'ai déjà 3 exemples en tête, leur premier bloc c'est leur ancien employeur. Donc il y a cette logique d'aller chercher pas très loin de soi des gens qui vous connaissent déjà, alors c'est cercle d'amis, famille, mais il ne faut pas oublier non plus son employeur qui peut très bien être son premier client une fois qu'on est parti, surtout si on a identifié qu'on a un projet qui va apporter une valeur ajoutée forte à une entreprise qui a un sujet qu'on connaît forcément bien parce qu'on a vécu dans l'entreprise. C'est une voie à ne pas oublier. Alors, je rebondis aussi là-dessus. Il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui vont effectivement développer un produit ou un service dans un univers qui est le leur, et puis il y a aussi beaucoup qui vont dans un secteur qui n'est pas du tout le leur. Avec évidemment la problématique du temps long, hein, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'acquisition pour pouvoir devenir un expert ou quelqu'un qui compte dans ce secteur. L'un des points essentiels et qui est un énorme relais en termes de commercialisation, en termes de force de commercialisation, c'est d'être installé dans des réseaux et d'être un relais d'information. Alors, c'est pas uniquement relais sur Twitter en faisant passer l'info, c'est être celui qui va être un destinataire de l'information. Parce que quand on rentre sur un marché, il faut être un destinataire clé des informations que les autres ne vont pas forcément avoir. Et donc d'être le premier à être informé quand il y a quelque chose d'un peu nouveau. Et donc il faut réussir, et c'est pour ça que, voilà, on parle d'un ancien client, mais il faut réussir à s'installer dans le paysage pour que vous puissiez bénéficier d'informations clés, nouvelles, un peu inédites, et puis d'être un relais de ces informations vers d'autres personnes. Et donc cette installation dans le paysage que j'ai fait, c'est ça aussi. Et ça va déclencher en fait une relation de confiance avec les clients potentiels, parce que justement, vous êtes détenteur de quelque chose de singulier. Et donc, encore une fois, la confiance, le crédit va être beaucoup plus important. Donc la présence physique dans des réseaux, je pense à des salons, à des forums, et le fait d'être très connecté aux gens du secteur dans lequel vous travaillez, c'est déjà une première démarche de vente. On vend en étant un destinataire de l'information. Par exemple, être présent dans un salon, comme tu disais, s'approcher de blogueurs du secteur, par exemple. C'est ça, en fait, il y a vraiment la logique de multiplication des sources d'infos et des prises de parole. On l'avait peut-être plus avant, en fait, parce que moi je ne suis pas de la génération vraiment du web. Et je fais une petite anecdote. Quand j'ai commencé à me lancer dans l'écriture de mon ouvrage, j'étais en train d'écrire, et puis j'ai un de mes amis qui a fait un think tank sur les business modelware et qui me dit qu'est-ce que tu fais pour la sortie de ton livre, qui est comme une sortie de produit. Moi je lui dis rien, j'écris. Et il dit c'est n'importe quoi, parce que ton produit, quand tu vas le sortir, si personne l'attend, personne ne va l'acheter. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il faut créer le besoin, il faut créer la demande très en amont de la sortie du produit. Donc il m'a dit, et ça c'était au mois de mars, donc le livre est sorti le 15 janvier, donc j'étais au mois de mars 2014, il m'a dit, il faut que tu t'installes dans le paysage. Donc il faut que, par tous les moyens, tu puisses être vu le plus largement possible, pour que tu puisses prendre la parole, pour que tu crées un lien avec cette clientèle potentielle,
sera que quand, 2 mois avant la sortie du livre, tu commenceras à communiquer en disant « Ah, attention, le livre va sortir dans 2 mois, il y a une demande, il y a une attente, il y a un désir du livre. » Et bien c'est la même chose pour les produits. En fait, les produits, les services, il faut que vous arriviez à créer une forme de désir de vos produits, de vos services. Et donc ce désir, il vient aussi dans la communication que vous allez pouvoir faire très en amont de la sortie du produit ou du service. Et la présence dans les réseaux, c'est un moyen de justement taper le plus largement possible des populations qui pourraient être intéressées par votre produit ou votre service. Et donc, on parlait les réseaux sociaux, évidemment, les prises de parole dans différents types de médias, le fait aussi d'être un expert, c'est assez génial, c'est que si vous êtes reconnu comme un expert, et que les médias vous reconnaissent comme un expert, ils vont vous inviter comme un expert. Et alors là, la force, la démultiplication, elle est juste comme ça. Et donc, c'est aussi un excellent moyen pour aller vendre ses produits et ses services. Donc, essayez de rayonner le plus largement possible en utilisant tous les relais de communication, qu'ils soient outils ou personnes, pour qu'on attende votre produit et que cette attente et ce désir, finalement, vous crée de nouveaux clients. Je vais ajouter un mot sur les réseaux sociaux, c'est que autant commencer à parler à la presse quand on n'en a pas d'expérience, qu'on n'a pas les réseaux, les journalistes, on n'a pas payé une agence de RP, quand on est entrepreneur, on n'a même pas commencé à déposer les statuts de sa boîte, c'est pas simple. L'avantage avec les réseaux sociaux, je pense surtout à Twitter, mais créer son blog, utiliser son compte Facebook, ou un petit peu Google+, mais en France c'est pas tellement en vogue, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire que quand Twitter a créé, c'est gratuit, quand Facebook, c'est gratuit. Créer un blog sur une plateforme qui est 15 € par mois, il n'y a pas de barrière financière pour prendre la parole et pour ensuite être suivi. Et après, c'est une question d'expertise, de talent, un peu d'ingéniosité pour bien comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux. Et il ne faut surtout pas rester sur son business plan, sa réflexion, etc. Je pense qu'il faut aller très tôt s'exprimer. Même si vous avez au début 3 followers Twitter, parce que vous avez invité 3 copains, c'est pas grave, il ne faut pas se démoraliser. Il ne faut pas hésiter à s'exprimer, à faire passer de l'information, mais aussi en produire, fournir des réflexions, écrire des billets sur un blog, les tweeter, les poster à ses posts sur Facebook, essayer de faire tourner des informations pour pouvoir tester déjà une sorte de crédibilité personnelle sur le sujet qu'on veut aborder, voir aussi comment les gens qui vont voir vos tweets, vos posts, etc., vont y réagir, parce qu'il y a des commentaires, des gens qui répondent, et très vite interagir avec eux. C'est souvent comme ça que les jeunes start-upers vont, même dans certains cas, rencontrer des associés, prendre des contacts avec leurs premiers clients ou des partenaires en disant « Ah, tu veux faire ça, bah, tiens, c'est marrant, nous, on a développé une boîte qui fait ça, et on cherche un partenaire qui pourrait développer telle brique fonctionnelle, on se rend compte. » Il y a de plus en plus, dans le monde des créateurs d'entreprises, contacts qui vont se prendre par les réseaux sociaux de manière totalement informelle et totalement inimaginable, et encore ne serait-ce que simple. Il ne faut pas hésiter à créer un compte Twitter, à commencer à tweeter, à faire créer des comptes Facebook, à créer un blog, à essayer de s'exprimer, sachant que ça permet d'aller au rencontre des autres, mais aussi de structurer sa propre réflexion personnelle. C'est aussi en écrivant et en s'exprimant qu'on va être amené à réfléchir au marché qu'on veut attaquer, aux produits qu'on veut sortir. Et ça va aussi permettre, en essayant déjà de communiquer sur une communication embryonnaire, de percevoir des écueils, de trouver des limites de communication, de bien séquencer les idées qu'on veut faire passer, etc. Je pense que, comme la rencontre avec les clients, la rencontre de communication peut y aller très vite. Et là, pour le coup, les réseaux sociaux sont une vraie révolution par rapport à ce qui pouvait se pratiquer. S'il vous plaît. Là, vous parlez de communiquer, mais le contenu, du coup, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que, ouais. Ah bah, là, pour le coup, ça va dépendre du marché que vous voulez attaquer. Typiquement, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple exemple assez amusant sur le métier. Alors, il y a pas mal d'exemples d'étudiants qui ont créé des comptes Twitter. Alors, c'est plus logique de trouver un job, mais pas mal de community managers qui commencent à être un peu connus, qui ont été embauchés dans des boîtes. Ce sont en fait des gens qui ont monté un compte Twitter, qui ont commencé à tweeter, à développer des concepts éditoriaux autour de leur compte Twitter, genre des flash tweets ou des tweets sur un sujet assez spécifique, en allant chercher de l'information sur des blogs américains, en développant un ton éditorial sur leur compte Twitter, qui fait qu'ils ont été identifiés
Ensuite, les gens ont dit, bah, tiens, tu as l'air plutôt bon pour Multi Management, tu vas bien bosser chez nous. C'est un peu la même logique quand vous voulez créer une startup. Si vous êtes sur un marché, je sais pas, une startup dans laquelle j'ai investi qui s'appelle Tokiwoki, qui fait en fait un système de chat communautaire pour les sites e-commerce. Ils ont commencé, à titre perso, à tweeter sur comment est-ce qu'on anime une communauté marchande, comment fonctionne un service client, comment on répond à l'internaute, poster des stats sur le coût d'un service client, sur les questions que se posent, ou les freins pour un internaute avant l'achat. Commencer à avoir, échanger avec des gens qui vont dire ouais, c'est intéressant tes stats, mais il n'y a pas de solution machin, tiens, il y a que les solutions de service client, et moi je peux créer ça. Et c'est comme ça qu'en fait il y a un des 3 associés qui a rencontré les 2 autres, grosso modo en échangeant sur les réseaux sociaux, et en disant tiens c'est marrant, ce projet m'intéresse, puis on va se voir pour prendre un café, et puis c'est situé là-bas. Donc c'est plus aller. Ce qui est important sur un compte réseau social, c'est de. Il ne faut pas balancer n'importe quoi. Je pense également qu'il ne faut pas mélanger le pro et le perso. Il faut avoir une logique de ligne éditoriale sur un sujet qui va être le sujet que votre société va aborder. Alors, ça peut être en B2C, régler un problème dans l'e-commerce, ou vendre un produit éducatif à des enfants, ou un objet connecté révolutionnaire que vous allez inventer. Et vous allez créer un espèce de petit média lié à la thématique que au marché que votre produit va aborder. Ça ne s'adresse pas forcément aux clients en fait. C'est beaucoup plus large et c'est, on va dire, beaucoup plus embryonnaire. Et ça va s'intéresser à tous les gens qui potentiellement vont être intéressés par notre marché, qui pourront être soit des clients, soit des apporteurs d'affaires, soit simplement des gens qui vont relayer vos produits, soit des journalistes. Il y a énormément de journalistes qui suivent sur Twitter, qui vont vous tweeter, vous suivre. Ça sera toujours utile. Donc vous lancez votre boîte, vous lancez un tweet en disant tiens, j'ai créé ma boîte, tiens, mon site web vient d'être lancé, vous avez peut-être un journaliste dans le lot qui ira vous voir. Tout ça est assez informel, paradoxalement assez difficile à mesurer, mais empiriquement ça fonctionne. Est-ce que ça passe par créer des comptes des réseaux sociaux en nom propre, mais qui ne sont pas de comptes perso, qui ont plus une vocation à être dans une lignée professionnelle? Je pense qu'il faut avoir une logique de séparer les comptes pro et perso. Typiquement, dans mon compte Twitter, il est à mon nom perso, il est uniquement sur une logique pro. Je n'ai pas de compte Twitter où je poste les photos de mes enfants et mes passions diverses et variées. Et à l'inverse, mon compte Facebook, il est quasiment uniquement perso. Quand je veux m'exprimer, je prends le compte Facebook de la société. Donc, c'est important de ne pas brouiller les messages. Il se trouve que personnellement, je suis business angel, j'appartiens à un certain nombre d'associations diverses et variées, donc je pense à tweeter ou retweeter beaucoup d'infos sur des levées de fonds, etc. Mon compte est suivi. J'ai aucun ami qui suit mon compte Twitter. J'ai que des gens qui sont dans l'écosystème des startups, du financement ou du métier de l'Ariane, qui est Web Analytics et marketing. Il faut vraiment séparer les deux. Les gens ne vont pas vous suivre si vous balancez 3 tweets des photos de vos enfants et de vos données domestiques qui sont suivis par 3 tweets sur un marché spécifique. Et c'est important dans cette bio, dans son compte, de bien détailler ce dont vous parlez et de donner des raisons de vous suivre. Et on suit quelqu'un qui a une ligne éditoriale claire, on ne suit pas un compte Twitter qui poste un jour le résultat du foot, le lendemain un article sur le marketing online et sur un mois Une question sur, sur 100% de temps disponible pour gérer la société, que ce soit start-up ou business un peu plus international. Quelles best practices vous donneriez en termes d'allocation de temps sur la partie content management, animation diverses et variées, justement, blog, etc. Mon cas perso, vu que c'est quand même time consuming. Moi c'est simple, c'est une mécanique perso, je le fais uniquement avec ça, et je le fais uniquement quasiment dans les transports. Et à côté, j'utilise un ou 2 softs qui me permettent de tweeter automatiquement avec des règles assez précises, pas comme n'importe quoi. Des choses comme Scooping, des choses comme ça. Non, j'utilise Socialmap, qui est pas mal, qui est une très bonne solution, qui est assez simple à utiliser et qui me permet de choisir, par exemple, des flux XML ou RSS de médias et de mettre des filtres assez pointus. C'est comme ça, par exemple, que je suis
J'ai investi dans certains fonds d'investissement, accélérateurs ou autres, donc je recrute automatiquement les news qui concernent certains sujets de ces acteurs-là, en ayant repris les plus récents de 6h30. Donc toute la ligne d'animation est vraiment hyper ciblée et toujours dans la ligne éditoriale que j'ai définie pour mon compte. Et en mode curation, alors, juste je reviens aussi sur une chose, c'est qu'il y a deux profils. Alors moi, je ne suis pas un expert en réseaux sociaux, j'ai en fait mal, parce que je ne veux surtout pas créer des liens et d'enfermement dans ces réseaux. En fait, il y a deux choses. C'est soit vous êtes un relayeur, soit vous êtes un producteur de contenu. Et donc l'allocation du temps, le temps que vous allez allouer, il va dépendre finalement de votre positionnement. Au-delà de la ligne éditoriale, il faut effectivement une ligne éditoriale pour que ce soit extrêmement cohérent, pertinent et qu'on se tourne vers vous pour un sujet ou une idée particulière. Et après, c'est de vous dire, mais comment j'ai envie de fonctionner sur les... Je crois, alors je n'ai pas le chiffre de la tête, mais je crois qu'en producteur de contenu, dans le contenu qui circule sur Twitter, les producteurs de contenu, il y en a peut-être 5%. 1%, voilà, 1%. Et puis il y a 99% de gens qui sont des relayeurs. Alors après, il y a peut-être des robots, il faut peut-être polluer un peu le truc. Mais globalement, si vous êtes un producteur de contenu, vous êtes identifié comme producteur de contenu. Et ça change tout. Et donc, l'allocation du temps va finalement être ce que vous voulez en faire, quelle est l'envie, quelle est l'appétence que vous avez aussi pour ces réseaux. Moi, j'ai des copains qui sont des dizaines de milliers de contacts parce que c'est vraiment leur truc. Donc, ils ont... ça leur fait plaisir, ils aiment être des relayeurs et donc ils sont pendus sur leur téléphone en permanence. Si ce n'est pas votre truc, ben, vous allez avoir une stratégie un peu différente. Donc, d'expérience, je me dis, moi je ne suis pas un grand utilisateur, mais j'ai voulu être un producteur parce que c'est ce qui me fait plaisir et je ne suis pas actif dans le relais. Donc je passe finalement pas mal de temps à créer du contenu et à essayer à créer une visibilité, mais c'est par temps, par du temps, c'est par intérêt, quand d'autres vont consacrer le même temps avec des relayeurs et donc avoir sans doute une visibilité plus importante. Mais à terme, le côté producteur de contenu, il y a un effet très vertueux, c'est-à-dire que vous produisez, donc vous êtes identifié comme un producteur et donc on va vous relayer, etc. Mais c'est vraiment un choix, une stratégie. Et puis ça dépend aussi finalement, ça va faire. C'est un peu basique ce que je veux dire, mais c'est le question que vous disposez par rapport à la masse de choses à faire, il y a des arbitrages à faire, où est votre priorité, et est-ce que c'est quelque chose de totalement prioritaire, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets à traiter à l'instant où on se parle. C'est vraiment, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de vérité en soi, c'est plus d'apporter des clés de réflexion, parce que de dire il faut faire absolument comme ça, il faut consacrer 10 heures de son temps ou 15 heures de son temps, parce que entre nous et puis les autres personnes qui écoutent la salle, c'est pas du tout les mêmes contenus. Et pas les mêmes enjeux dans le rapport aux réseaux sociaux. Alors, j'ai une approche différente. Je pense qu'il faut être à la fois producteur et relayeur. Parce que les deux jobs vont permettre d'atteindre des objectifs différents sur les réseaux sociaux. Il y a un travers, notamment de Twitter, qui si vous n'envoyez pas suffisamment de tweets, vous êtes grosso modo invisible. Et si vous êtes uniquement producteur, vous allez envoyer un tweet par semaine qui va être un post, vous allez relayer un post sur votre blog, qui va être un article de 3000 signes que vous avez ciselé, passé beaucoup de temps à écrire, il sera invisible, parce que votre compte aura 10 followers. Si vous êtes uniquement relayeur, vous êtes grosso modo estampillé relayeur, et vous avez un grand nombre de followers sur les passés visites, vous relayez pas mal de trucs et les gens vous suivent parce que vous relayez, mais vous n'êtes pas identifié comme une source de contenu référente. Il faut, à mon avis, être à la fois relayeur pour recruter des followers, pouvoir asseoir une ligne éditoriale, ce qui va permettre d'atteindre un objectif purement quantitatif, et être producteur, ou sortir. Être producteur, c'est pas forcément écrire un blog de 3000 signes, comme je le disais, ça peut aussi être sortir une info, parce que vous êtes dans une conférence, vous avez en face de vous, je sais pas, Martine Moussini, vous avez Daniel, qui sort un truc qui vous paraît très intéressant, vous le tweetez. Vous êtes un producteur. Et ça ne prend pas 5 siècles, ça prend le temps d'écrire un message de 40 signes max. Donc je pense qu'il faut faire les deux, de manière à pouvoir atteindre des objectifs qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Et si vous voulez ensuite utiliser votre compte pour relayer l'information, vous aurez besoin autant d'avoir des followers qui font que vos tweets, idem sur Facebook, mais pareil sur LinkedIn, dans beaucoup de contacts, qui font que ce que vous publierez sera vu. Et vous avez besoin d'avoir publié pas uniquement du retweet ou de la citation, pour que vous soyez estampillé comme quelqu'un qui va apporter une valeur ajoutée au réseau qui ne se contente pas de faire tester. Ouais, c'est le mariage de crédibilité et visibilité.
Et donc, il faut potentiellement le faire aussi pour une proposition de valeur qu'on estime être vraiment destinée à un marché niche. Il ne faut pas se retenir de le faire, même dans ces cas-là. Ah non, mais surtout pas. Je pense que plus aujourd'hui, le média internet au sens large se segmente énormément. Il ne faut pas avoir peur d'aller parler d'un sujet extrêmement vertical. Sur Twitter, il faut voir quels sont les hashtags concernés, regarder un petit peu quelle est l'activité, combien de gens suivent ce type de sujet. Mais plus vous avez un discours qui est de niche, sur lequel vous démontrez une expertise et pour lequel vous démontrez un intérêt, et que vous faites de passer de l'info régulièrement, plus vous serez suivi. C'est-à-dire que, typiquement, si je prends mon métier qui est du marketing au sens large, il y a assez peu de gens qui vont aller suivre un compte Twitter qui parle du marketing de manière large. Si vous parlez d'un sujet précis, qui est par exemple l'optimisation des liens sponsorisés, tous les gens qui travaillent sur le marché des liens sponsorisés, si vous racontez des choses intelligentes, vous sortez de votre best practice un peu smart, vous allez avoir un ratio entre les gens qui voient vos tweets et les gens qui ont envie de vous suivre, qui sont plus élevés. Au contraire, plus votre expertise est sur une niche en vogue sur les réseaux sociaux, plus vous aurez de followers rapidement. Alors, pour revenir un petit peu aussi sur la partie commerciale, j'ai parlé tous les deux de profit maker, et quand on lance sa société, sa proposition de valeur est ainsi testée auprès d'un segment de clientèle qu'on a identifié, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience en tant que commercial. Quelles sont les techniques justement? Est-ce qu'il y a des techniques? Comment est-ce qu'on devient meilleur vendeur? Comment est-ce qu'on vend bien? Et c'est là où c'est tout un programme, on va faire des compléments dessus. Moi je pense que le bon commercial, c'est plus de l'acquis que de l'idée. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller prendre une formation. Et je pense que le commercial, notamment en B2B, sur du service ou de la techno, c'est de la structuration, de l'approche, de l'organisation, et ne pas hésiter à avoir une approche où on pose des vraies questions, où on qualifie. Et je pense que la phase clé dans la vente, c'est quand on rencontre quelqu'un, de qualifier son besoin, son budget, son projet, sa capacité à décider. La vente, c'est tout sauf rock'n'roll, et pour moi, c'est extrêmement méthodique. Je pense que l'approche, il ne faut pas hésiter à aller apprendre ça. Et malheureusement, je pense qu'on l'apprend assez peu à l'école. Je pense qu'il faut démarrer en apprenant précisément ces méthodes, ces méthodes pour aller voir ses premiers clients avec déjà une approche extrêmement structurée, sachant que de mon expérience, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quelqu'un qui rencontre un commercial est toujours favorablement impressionné de rencontrer un commercial structuré par rapport à quelqu'un qui va avoir un discours qui est plutôt flamboyant. Le client, au sens large, aime bien rencontrer quelqu'un qui a une approche organisée, qui essaie de construire un projet. Ça veut dire poser les bonnes questions, ne pas avoir peur de poser des questions du style est-ce que vous êtes décisionnaire, est-ce que vous avez un projet à court terme, est-ce que vous avez rencontré mes concurrents, etc. De manière à bien organiser son approche de vente. Être aussi extrêmement méthodique, dire à quelqu'un je vous envoie une proposition la semaine prochaine, ça veut dire l'envoyer la semaine prochaine, je vous rappelle demain, c'est rapide demain. Je pense qu'il faut s'organiser et pas avoir peur de se former et pas considérer que ça va être mal vécu du client d'avoir une approche extrêmement méthodique et structurée. Alors oui, effectivement, le sujet est un peu complexe. Je vais essayer de faire simple. On pourrait dire qu'il y a deux types de vente. Il y a la vente simple et la vente complexe. Et en fonction du type de vente, vous n'avez pas les mêmes profils de commerciaux nécessaires. Pour la vente simple, à mon sens, c'est effectivement plus une disposition. On est peut-être plus dans le registre de l'inné par rapport à l'acquis. Sur la vente complexe, on va, à mon sens, être plus dans l'acquis que l'inné. Je m'explique. Si vous avez de la vente simple à faire, il va falloir avoir une disposition, ou une capacité ou un savoir-être, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui est beaucoup dans la notion de compétition, avec la logique de challenge, avec aussi un rapport à la déception qui va être évidemment à devoir gérer, parce que la vente simple, on est souvent déçu. Et donc c'est ce côté un peu accrocheur, un peu, je ne vais pas dire voilà, c'est le vendeur d'encyclopédie, mais c'est finalement une disposition plus naturelle avec la bienveillance dont on parlait,
Et donc ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans la vente complexe. La vente complexe, et moi j'en ai fait, je ne me considère pas être un vendeur au sens agressif, compétitif, rivalité du terme. Moi, ce qui m'intéresse dans la vente, ça va être justement la question de la création, de la crédibilité, de la pertinence vis-à-vis d'un client. Et dans une vente complexe, la vente, elle est réalisée à 70%, je vais même dire 80%, sur le premier, au pire, le deuxième rendez-vous, et sur cette capacité que vous avez eue à créer un lien. Je vais faire une toute petite anecdote, qui est un exemple, en fait, d'une chose qui m'est arrivée. Paradoxalement, un mois et demi avant la liquidation de mon entreprise, la liquidation d'un plus gros client qui a conduit à la liquidation de mon entreprise, j'avais eu une information, notre plus gros client a été liquidé le 2 août, et j'avais eu une information le 15 juin, que Relais Château cherchait un prestataire pour son plus gros client. Un prestataire, pardon, pour sa ligne de produit. Et moi, je n'étais pas dans l'appel d'offres. Et donc, j'ai eu vent de cette information, et j'ai eu vent de cette information un vendredi. Et donc, j'appelle le lundi en me disant, oh là là, il faut absolument qu'il y ait place dans cet appel d'offres. Et le lundi, le directeur marketing me dit, écoutez, là, vous êtes beaucoup trop tard, parce que nous, on a décidé de closer en fait cet appel d'offres mercredi. Donc, on a reçu toutes les propositions, on a discuté avec nos interlocuteurs, donc vous êtes beaucoup trop tard. Et là, je me dis, mince, c'était juste le client que je rêvais d'avoir depuis 2 ans, et on avait une dépendance vis-à-vis d'un gros client que je voulais absolument casser. Et donc là, je lui ai dit, écoutez, ce que je vous propose, ok, vous allez choisir mercredi, moi je vous propose qu'on se voit mercredi matin, parce qu'il y a peut-être des éléments à côté desquels vous êtes passé, et je vais simplement vous aider, vous éclairer, vous conseiller, vous apporter ces éléments absolument nécessaires pour faire le bon choix le mercredi après-midi. Je l'ai vu le mercredi matin, on devait se voir 45 minutes, on s'est vu 3h30, et là il m'a dit en sortant, il m'a dit, écoutez, je ne vais pas prendre ma décision aujourd'hui, je vais me laisser un peu plus de temps. On a gagné l'appel d'offres en un mois. Pourquoi? Parce qu'en l'espace d'une demi-journée de 3h30, j'avais créé un truc qui était juste totalement essentiel dans une vente complexe. C'est le crédit, en fait, c'est la pertinence. Et comme j'étais dans une logique de conseil, je n'étais pas dans une logique de vente, en fait. J'étais là pour apporter des conseils qui allaient nourrir les réflexions. Et donc, j'ai acheté ma crédibilité. Et donc, c'est ça, en fait. Et je ne suis pas un vendeur, je serais incapable d'aller vendre des encyclopédies en porte-à-porte, c'est pas du tout mon truc. En revanche, je pense, c'est pas forcément quelque chose auquel j'aspire tout le temps, mais je pense être un assez bon vendeur dans des choses complexes parce que il va y avoir, et là je rejoins mais à 2000%, la capacité, c'est que nous, moi je fais un truc tout le temps et mon associé fait la même chose, on sortait d'une réunion et on avait un appel téléphonique, on disait, on vous fait ça pour tel jour à telle heure. Et on envoyait toujours, le jour même évidemment, à l'heure, et en général bien avant l'heure, et si par mégarde ça peut arriver qu'on était un peu en retard, on prévenait toujours en disant, écoutez, on va juste prendre une demi-journée de retard, etc. Et en fait, cette relation que vous créez, cette confiance, fait que vous l'emportez dans bien des cas, parce que les autres autour de vous, ils ne font pas la même chose. Ça paraît surprenant, mais les autres autour de vous ne sont pas capables, en fait, d'être aussi structurés, d'être aussi qualitatifs, de faire des synthèses. Moi, je faisais des synthèses des comptes rendus de réunions hyper fouillés sans faute d'orthographe. Je suis attaché alors que ça paraît, vous savez, mais ça paraît anodin, et c'est fondamental. C'est-à-dire que je reçois une synthèse, un compte rendu de réunion avec des fautes d'orthographe, la crédibilité est complètement foutue en l'air. Et en fait, cette démarche dans le B2B, ça c'est quelque chose qui est évidemment clé, mais là, ce que vous allez installer comme relation avec votre client, vous vendez à 80% lors du premier rendez-vous. Et après, vous avez juste à dérouler, à simplement montrer que vous êtes digne de la confiance que vous avez accordée. Et ça, c'est assez jouissif, en fait, de se dire, on sort d'un premier rendez-vous et on a créé le truc. Alors, je fais une autre petite parenthèse. J'ai interviewé, quelque chose d'assez étonnant, j'ai interviewé un ancien négociateur du RAID, qui s'appelle Laurent Combalder, qui est un personnage étonnant. Je ne l'ai pas encore rencontré, je l'ai interviewé par téléphone. J'ai publié l'article sur mon blog. Et vous allez comprendre le lien avec le commercial. Et je lui demandais, en fait, quelles étaient les 3 grandes conditions pour négocier avec un forcené, une situation de crise. Et finalement, cette négociation, on la trouve dans tous les environnements. Il est aujourd'hui l'accompagne des négociations complexes qui sont commerciales, financières, juridiques, médicales. Et il intervient aussi auprès de services d'oncologie pour la relation patient-médecin.
Et ce qu'il me disait, c'est qu'il y a 3 conditions essentielles pour gérer une situation complexe. La première, c'est la création d'un dialogue. Donc, vraiment de créer cette relation qui va permettre de commencer à converser. La deuxième chose, c'est créer un lien empathique. Ça paraît surprenant quand on est en train de négocier avec un forcené, de dire qu'on va créer un lien empathique. Et la troisième chose, c'est définir un objectif commun. Et ça paraît en fait basique, mais c'est vrai en fait. C'est que si vous rentrez dans une discussion et que vous n'avez pas d'objectif commun, ben, il n'y a aucune chance d'aller au bout de la négociation. Et alors moi je lui ai posé une question naïve, je lui ai dit, mais alors comment on fait avec un terroriste? Il m'a dit, ben non, avec un terroriste on ne peut pas négocier. Pourquoi? Parce qu'avec un terroriste on ne peut pas avoir d'objectif commun. Mais j'ai trouvé que cette part d'émotionnel, et même dans les discussions, les relations, les négociations que vous allez avoir avec vos clients, même dans le B2B, cette question du lien émotionnel, elle est absolument fondamentale. Donc c'est à la fois vous installer comme étant quelqu'un de crédible, et pas comme étant le pote de service qui va taper sur l'épaule, mais comme étant celui avec lequel on a une discussion nourrie, riche, sincère, vraie, sans faux semblant, et surtout en abordant les sujets. Moi, il y a toujours une chose qui m'a frappé, c'est la vraie bonne qualité, la vraie bonne relation commerciale avec un client, c'est celle qui est totalement transparente. C'est-à-dire que quand vous avez la moindre difficulté, mais même dans le processus de vente, quand vous avez la moindre difficulté, il faut tout de suite en parler avec le client. Et pour conclure, ce fameux contrat avec le Relais Château, on a eu la réponse positive un 31 juillet. Le 2 août, notre plus gros client a été liquidé. Le 3 août au matin, j'appelais Relais Château pour dire, écoutez, là on est dans une situation absolument dramatique. Il y a peu de chances qu'on s'en sorte. Et là, on a finalement réussi à vendre, non pas le produit, on a vendu des prestations de services, puisqu'on les a accompagnés en tant que consultants pour monter le projet. Et donc ce lien de confiance, malgré les turbulences et malgré tout ce qui avait été négatif, avait été maintenu. Voilà, parce que tout au début, il y a eu quelque chose de très fort qui s'est passé sur la crédibilité. Je vais juste ajouter un point. Effectivement, il y a l'objectif commun. Après, il y a celle aussi l'objectif de bien comprendre ce dont le client a besoin. Il ne faut jamais oublier une règle de base dans la vente, c'est que, a priori, on va vendre un produit. On ne va pas vendre un produit pour faire plaisir. Le client ne va pas l'acheter, lui, pour vous faire plaisir. Il va l'acheter parce que ça lui règle un problème ou parce que ça va lui permettre de faire plus, de coûter moins, ça va lui permettre d'optimiser ce qu'il fait. Soit il a un problème, il veut le régler, soit il pense que le produit va lui permettre d'optimiser sa performance. Donc, il ne faut jamais se poser en tant que vendeur une position de vendeur. Vous êtes en train de faire la manche, vous êtes en train de régler le problème de quelqu'un ou de lui permettre d'optimiser ses performances. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Je suis tout à fait d'accord avec les notions d'empathie et de dialogue. Mais après, il faut aussi toujours garder entre guillemets, savoir se faire respecter. Et toujours dire, voilà, moi je vous vends ce produit va vous permettre de régler tel problème ou d'améliorer vos perfs et il a une valeur. C'est important d'avoir ce genre de dialogue dès les premiers contacts pour anticiper derrière des phases de négo. Parce que le commercial, il y a deux approches. Il y a je peux vendre, et souvent quand votre produit est bien, partez avec un bon de demande, c'est pas très compliqué. Et après, il y a le profit maker. Et il y a cette logique de vendre en vendant à un prix qui reflète la réelle valeur ajoutée que vous allez créer chez le client. De manière à ce que vous ayez au final un deal qui soit fair. Vous avez pris en prix de vente de votre produit ou de votre service une valeur qui est cohérente avec ce que vous faites gagner ou à la valeur du problème que vous réglez. Je vais prendre un exemple rapide. Dans le cadre de 50 Partners, dans lequel je suis mentor, on a investi dans un produit qui permet à des sites industriels de réduire leur facture d'électricité. Et au début, ce qu'ils faisaient, facturaient des factures du genre 500, 1000 euros par mois. Okay, vous savez combien vous faites gagner? Ouais, on est en train d'évoluer, on regarde, machin. Ok, on n'y connaît rien. Un site industriel, un gros site industriel, sa facture d'électricité par an, c'est combien? Ça peut être 200 000, 500 000, 2 millions. Vous pensez que vous allez faire gagner combien? 5, 10, 15%. Okay. Prenons le cas d'un site, sa facture industrielle énergétique, c'est 300 000, vous faites gagner 10%,
qui a fait gagner 330 000 euros tous les mois, vous n'allez pas prendre 1000, vous allez pas prendre 500. C'est ridicule. Et si votre produit marche réellement, au-delà de la dimension pour un concept, vous installiez votre grille tarifaire dans une logique, que ce soit un business model de pourcentage des gains, le pourcentage de la facture, ou de filles fixes, il faut que vous arriviez à une dimension où vous rentrez dans un dialogue avec le client, vous n'êtes pas là pour vendre votre produit, il ne va pas l'acheter pour vous faire plaisir, il va vous l'acheter pour optimiser sur une énergétique, et vous devez prendre une part significative d'optimisation. Alors si vous êtes bon, vous prendrez 30%, si vous êtes moins bon, vous prendrez 10%, mais vous ne pouvez pas prendre 1 ou 2%, c'est totalement ridicule. Je pense que ça revient aussi au début de ce qu'on disait, en l'occurrence, c'est très vite, très proche des clients, pour comprendre l'équation économique qu'on va résoudre chez le client, et avoir cette approche toujours structurée, analytique, bien analyser son objectif, en faire un objectif commun, identifier la valeur ajoutée qu'on crée et prendre une part réelle qui fait que la vente aboutit à un échange économique qui est fait pour les deux parties. Et alors, juste un complément, donc je m'inscris totalement droitement de ce qui vient de se dire. Là, on a parlé de l'association à la valeur créée, d'un bénéficiaire aussi de la valeur créée chez le client. Il y a une autre chose qu'il faut garder en tête, c'est de ne pas s'associer à son risque. Je vais vous prendre un exemple très concret, notamment sur les business models à la performance, qui sont des modèles dans lesquels on va assez facilement. Moi, j'avais un business model qui était beaucoup dans la performance. Et là, notre grand risque, au départ, il a été de considérer, enfin d'aller vers des business qui étaient aussi des créations de business chez les clients, et même des très gros. C'est-à-dire qu'on montait des solutions carte cadeau, coffret cadeau. On n'avait aucune garantie que cette solution, elle allait remporter un succès majeur chez le client, pour lequel on signait. Et nous, on avait des business models associés, enfin, un modèle à la performance, et donc notre rémunération était associée au succès futur de ce client. Et ça a été un vrai risque, ça, parce qu'on a associé finalement notre développement à une chance de développement de l'activité de notre client. Et si votre client ne développe pas son activité telle qu'il vous l'a promise, vous ne développez pas non plus, quoi. Donc, oui, s'associer à la valeur, mais attention à ne pas s'associer au risque. Et puis, ça paraît basique, mais un bon client, c'est un client qui vous achète, et c'est encore plus un client qui vous paye. Et je me permets d'insister là-dessus, parce que ça aussi, c'est une source de fragilité colossale pour les petites entreprises. C'est de laisser un peu facilement dériver les conditions de paiement. Et puis, il y a un moment où la trésorerie, vous savez tous, mais la trésorerie, c'est quand même juste la chose absolument fondamentale de l'entreprise. Et donc, si on doit éviter une chose, c'est de s'associer au risque financier en termes de trésor de ces clients. Donc, ne jamais attendre, là c'est un message que je fais passer parce que j'en vois tellement qui tombent à cause de ça, ne jamais attendre ou accepter ou tolérer le moindre écart de paiement, le faire en bonne intelligence évidemment, mais dès qu'il y a un moindre écart, réagir très vite et réagir très vite en actant, je pense. Parce que là vous garantissez, si vous ne le faites pas, vous garantissez le fait que ça va aller vraiment dans le mur et très vite. Je ne dis pas que vous garantissez d'être payé si vous avez des écarts de paiement, mais au moins commencer à vous mettre en situation de pouvoir réagir sur un truc. Il n'y a pas de honte à demander à être payé, c'est la logique de toutes les transactions économiques, et normalement tout client doit le comprendre. Oui, c'est un contrat, c'est-à-dire que vous êtes engagé pour délivrer et lui il est engagé pour vous payer. D'autres questions? J'avais une dernière question, c'était sur justement sur la partie justement des écueils à éviter. Là, c'est très intéressant sur justement ça concerne se faire payer. Est-ce qu'il y a aussi au niveau de la communication et quand on lance son projet des mauvaises idées ou des choses que vous recommanderiez de ne surtout pas faire au niveau de la communication, comme par exemple passer par des intermédiaires trop riches et trop importants si on est une PME, avec des contrats trop importants en termes de communication si on externalise ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des aspects très importants que vous recommanderez d'éviter pour justement pas mettre en risque son jeune projet? Alors, moi j'ai un exemple très concret. C'est la tentation dangereuse des médias. Parce que quand on est une jeune entreprise, notamment techno, toutes ces nouvelles applications web et mobiles, et que vous êtes sollicité assez rapidement, au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois, par un média, alors ça peut être une radio ou une chaîne télé,
Là, c'est l'ego qui va parler, avant tout. Donc on se dit, ah sympa, on est reconnu en fait, parce que quand on monte une entreprise, il y a quand même une phase de solitude, puis on est quand même un peu plutôt au fond de la cave avant d'être en pleine lumière. Et la première sollicitation, on a quand même une tentation assez naturelle de se dire, ok, j'y vais, c'est quand même une superbe opportunité, et ça va être un levier génial en termes de com. Si vous oubliez une chose qui est de dire, mais pourquoi j'y vais, quel est le message que j'ai véritablement à faire passer? Et est-ce que ce message va servir à l'intérêt de l'entreprise? Ça peut vite se retourner contre vous. Et j'ai un exemple, en fait j'en parle dans mon bouquin, puisqu'il y a des témoignages, et il y a quelqu'un qui s'appelle Christian Cavaillou qui a monté une entreprise qui s'appelle financetélétudes.com, et qui avait été sollicité très vite pour une émission de télé-réalité avec des investisseurs un peu connus, qui faisaient pitcher, et qui allaient donc donner leur avis sur l'intérêt d'investir ou pas dans cette entreprise. Et donc il a été filmé en live par une grande chaîne nationale, et il n'avait pas du tout compris sous quel angle allait être traité le sujet. Est-ce que c'est un angle sérieux où vraiment on va il y aura un vrai débat, une confrontation, et puis on apportera les éclairages du positif et du négatif, ou est-ce que on va plutôt viser un peu le sensationnel, le truc un peu croustillant, et du coup, voilà, on va essayer de faire un peu rigoler la galerie, quoi. Et alors lui, il s'est retrouvé donc à pitcher, à bien défendre son projet, avec un entrepreneur très emblématique, qui le chatouillait un peu pour voir comment il réagissait, et puis au montage, ce qui est apparu, c'est qu'ils n'ont gardé finalement que des choses négatives sur lesquelles il était titillé par cet entrepreneur emblématique qui à la fin a dit finalement je ne vais pas investir dans cette boîte, et le mais évidemment il a coupé, et donc tout ce qui allait être positif derrière, ils l'ont supprimé. Sauf que cet entrepreneur, il avait eu des accords de pas mal d'investisseurs avant l'émission, et puis qui lui ont dit mais attends, si à la fin de l'émission, cet entrepreneur très connu, il ne veut pas investir, on ne va pas investir non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt dans ce projet. Et il s'est retrouvé en l'espace d'une soirée à avoir une boîte qui n'avait plus d'investisseurs. Donc il a failli quitter sa boîte en l'espace d'une soirée. Et tout ça parce qu'il n'avait pas compris quel était l'enjeu, ou quelle était la tonalité du média auquel il s'adressait. Donc, sur la question de la communication, toujours savoir, se dire, est-ce qu'on communique pour flatter un ego, pour se rassurer, pour se récompenser de tous les efforts que l'on fait, ou est-ce qu'on communique avec quelque chose qui est une vraie stratégie en fait? Est-ce que ça s'inscrit avec des messages très forts, pensés, on a pensé aussi le coup d'après, le type de médias sur lequel on va intervenir, auprès de qui on s'adresse, etc. Donc, est-ce qu'il y a une vraie stratégie commerciale avec une segmentation sur les clients? Là, il doit y avoir une segmentation sur les supports. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie pensée? Pour quelles raisons on y va? Et puis, quelle est la clarté ou la pertinence du message qu'on va faire passer? Je suis d'accord, on peut toujours se faire piéger quand on communique, et à partir du moment où on a une ligne directrice, et on peut préparer son ego, on a de meilleures pertes. Après, je pense que quand on est une start-up, en fait, il y a assez peu de risques. On n'a pas les mêmes risques de communication que quand on est un grand groupe. On a aussi des journalistes qui sont souvent plutôt bienveillants avec les créateurs d'entreprises. On voit qu'en France, comme dans pas mal de pays, l'entrepreneur a plutôt la cote, et on lui pardonne quand même pas mal de choses. Et de mon expérience, il ne faut pas rester tétanisé en se disant je ne vais pas communiquer, je vais faire des erreurs, je vais me planter, réfléchir, essayer de se passer son temps à ciseler le point de communication qui donne le meilleur discours. Je pense qu'à l'inverse, il faut se planter. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. J'ai pas vu de start-up dans ma carrière se planter pour des raisons de communication. J'ai surtout vu des gens se planter parce qu'ils ne savaient pas communiquer. J'ai vu des gens faire beaucoup d'erreurs, j'ai vu aucune erreur mortelle. J'ai pas vu de start-up tomber en s'étant complètement planté sur une communication. J'ai vu des gens faire des tweets un peu lamentables et se reprendre dans les dents, se faire avoir par un journaliste qui pose une question un peu tordue, etc. Mais j'ai vu personne en mourir. Je pense que l'erreur, justement, c'est d'avoir trop peur de faire des erreurs. Il faut se penser. Comme disait Nietzsche, si tu pars en plus fort, pour moi, il n'y a pas d'erreur de com qui est une start-up. Donc la plus grosse erreur, c'est de pas penser. Oui, alors, je rejoins aussi ça. C'est jamais dans le noir, évidemment. Et l'avantage d'une communication bien maîtrisée, il ne faut pas surtout nous balayer, mais bien maîtriser la communication, ça permet aussi de s'installer dans le paysage. C'est-à-dire que vous vous installez aussi vis-à-vis de vos concurrents potentiels. Quand on communique très tôt, les gens qui vous écoutent ne savent évidemment pas où vous en êtes dans votre projet, et se disent s'il communique, s'il est présent
dans un média ou dans un journal, c'est qu'ils ont sans doute déjà bien avancé. Et donc, ils vous identifient comme étant potentiellement des gens qui ont peut-être un peu d'avance. Donc, c'est aussi une façon de prendre des marques, d'être évidemment reconnues de l'extérieur. Donc, oui, pour une... Alors, je disais, attention à une communication mal maîtrisée, mais oui, évidemment, pour des communications pour être bien pensées. Une question par rapport à votre expérience de parcours, vos parcours respectifs. Une fois qu'on a fait de la prospection, on l'a bien faite, une fois qu'on a fait, une fois qu'on a vendu son projet, son service, etc., sa prestation, comment doit-on réagir quand on a un client qui est satisfait de votre prestation et à un moment donné qui attend un geste de votre part, parce que vous êtes tout seul, vous êtes un peu fragile économiquement, qui attend, on va dire, un dessous de table ou qui attend une rétrocommission parce qu'il vous a préféré, vous a choisi par rapport à un autre, je ne sais pas, qui passe pour la paroisse, par rapport à un autre cabinet de conseil, qui a un grand nom, etc. Et comment on réagit, comment on fait pour par morale, par éthique, rembarrer le client, mais pour autant ne pas perdre sa mission. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de configuration auprès des entrepreneurs que vous avez interviewés, etc. Moi, j'ai déjà rencontré perso. Ça m'est arrivé assez souvent d'avoir des gens quand je vendais de l'espace pub, il y a des contrats de régie. Vous avez le panel, hein, vous avez le mec qui demande à être invité au resto et le type qui demande 4% en cash sur le contrat. Moi, j'ai toujours refusé, déjà. Je pense que c'est assez fondamental. De toute façon, moralement, je n'accepte pas, mais en plus, même si on a envie d'accepter, ça se sait toujours. Et pour le coup, c'est désastreux en termes d'image. Donc ça fait deux bonnes raisons de le faire. Et après, il faut être extrêmement transparent. Il faut pas... je pense que les gens qui sont mal à l'aise avec ce genre de demande ont souvent la tendance de dire je vais essayer de mener en bateau, de retarder l'échéance et le moment où je vais devoir lui dire que je ne veux pas lui verser sa com. Je pense qu'il faudra cette femme très tôt. Non, je suis vraiment désolé, mais personnellement, je ne fais pas ça. Étayer préparer un argumentaire et dire désolé, je ne fais pas. Après, je te serai redevable et si tu as besoin d'aide, je t'aiderai, etc. Mais le flux financier entre nous n'existera pas. Et je pense que la plupart des gens à qui j'ai plus ce discours, grosso modo, étaient déçus parce qu'ils attendaient, mais j'ai personne qui m'a dit parce que c'est cas-là, on va couper le contrat. Sachant que c'est toujours compliqué pour quelqu'un qui vous a choisi dans une entreprise, derrière d'aller justifier qu'il vous laisse. Il faut vraiment que vous soyez dans un contexte où votre prestat donne des signes de faiblesse, que ce que vous faites est mal vu par les intervenants de l'entreprise au-delà de la personne qui vous a donné une infocom. C'est compliqué en fait quand on a alloué un prestataire de le virer. Et ça, il ne faut pas nous l'oublier. Donc on se progresse cette femme plateau et puis après. Désolé, c'est niette, je ne fonctionne pas comme ça. Alors, moi, là où c'est compliqué pour vous, je comprends finalement la question, c'est que quand on est dépendant à 90%, évidemment, on touche une corde qui est compliquée. L'un des messages forts à faire, parce que l'opposition, alors nous on l'a vécu sur un appel d'offres qui était piloté par un consultant extérieur et qui a fait la tournée des pop-up de tous les participants à l'appel d'offres pour demander son petit billet en disant voilà, si jamais vous êtes pris, c'est que je dois un peu pousser et donc j'aimerais bien avoir une petite enveloppe. Donc nous on a refusé après concertation, parce que c'est pas ma façon de fonctionner, et comme on était deux associés, j'ai quand même voulu m'assurer qu'on était en phase, et on était évidemment absolument en phase, je m'en doutais un peu. Et donc on a refusé, on n'a pas été choisi sur cet appel d'offres en question. L'un des moyens c'est de revenir aussi un peu sur le terrain émotionnel, c'est de parler de la transformation d'une relation. C'est-à-dire que vous avez construit une relation privilégiée avec quelqu'un qui est sur un registre totalement professionnel, et le fait d'accepter ce type de demande, d'accéder à ce type de demande, c'est déjà de commencer à transformer cette relation d'une relation qui fonctionne bien. Et donc ça va créer un mal-être, ça va créer une interdépendance et qui sera forcément préjudiciable à terme, puisque à un moment ou à un autre, il y a un des deux qui va sentir un déséquilibre. Et ce déséquilibre, de toute façon, conduira à la perte de la relation contractuelle. Et donc c'est de dire de façon sans doute transparente, sans parler éventuellement d'être opposé, parce que là vous lui renvoyez dans les dents le fait qu'il vous a fait une proposition indécente, donc c'est quand même super compliqué de dire c'est pas mon éthique,
Moi, je fonctionne pas comme ça, je trouve que c'est un truc de pourri. C'est pas simple. On peut le dire de manière plus On peut faire passer, voilà, on peut faire passer le message. Je sais que tu vas faire de on peut faire passer, le message et de dire voilà, je pense que c'est un terrain dangereux vers lequel on va aller parce que c'est aussi condamner la qualité de notre relation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de construire, la valeur que j'apporte et la bonne relation qu'on a aujourd'hui, elle va être entachée de ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une empreinte, un tatouage, un souvenir sur ce truc. Et forcément, à terme, ça va faire dévier la relation. Et finalement, on s'en voudra peut-être réciproquement. Et donc, le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de rester justement uniquement sur un terrain ultra professionnel. Voilà, c'est un message qui, si la personne en face, si elle n'accède pas à ça ou si elle n'accepte pas ça, alors de toute façon, la relation elle est totalement foutue déjà au moment de l'amour. Et je pense qu'il faut... C'est toujours compliqué de parler d'éthique, etc. parce qu'il y a une forme de jugement derrière. Et donc, quand on juge, bah forcément, on met l'autre en position défensive. Et si jamais il se trouve blessé, c'est là qu'il peut avoir des réactions pas bonnes. Donc c'est au contraire de travailler à la construction, du maintien de la très bonne relation qui a été, et dont tout le monde se satisfait jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce que j'utilisais comme argument, c'est l'argument légal et l'argument comptable. Donc il me disait, ok, à la 15% du contrat, machin, c'est 15 000 euros, machin, c'est l'artiste à fait. En admettant que je veuille, je voulais savoir comment avec 15 000 euros. C'était une régie qui était filiale de Suisse, 15 000 euros, je voulais pas possible. Et je présentais la chose, disant, voilà, même si je voulais, là, voilà les barrières opérationnelles qui fait que, clairement, c'est impossible. Je ne peux pas sortir une commission d'un compta, je ne vais pas la payer perso pour la rembourser, c'est juste pas possible. Et en plus, c'est donc, je ne vais pas rentrer dans une logique, effectivement, où envoyer dans les dents, t'es un bourré, etc., mais dire, désolé, je ne peux pas, et donner un minimum d'arguments pour démontrer le caractère inenvisageable de la chose, au-delà des aspects éthiques et du mode de fonctionnement. Même s'il y a des tordus. Moi, la personne était habituée, par limite, j'avais le catalogue, tu peux fonctionner comme ci, comme ça, on peut faire ci, comme ça. J'ai été stupéfié. Alors, il y a aussi beaucoup de demandes de choses en nature. Hein. Tu m'achèteras un écran plasma, tu me feras... Oui, tu peux passer sur ta boîte. Exactement, il y a ça. Il y a la facturation sur la petite société en parallèle. Il y a un statut d'auto-entrepreneur. Donc, malheureusement, il y en a qui sont sacrément tordus. Mais effectivement, je rejoins ça, hein, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du cash n'importe comment d'une boîte. Enfin, ça se fait pas. Donc, il faut évidemment justifier la même chose. Donc on peut, cet argument est valable, il y a un risque que derrière on se dit bon bah ok, moi j'ai une autre idée, alors puisque tu as déjà dit ok, mais que inconsciemment, puisque tu as dit c'est uniquement pour des raisons légales, je vais t'enlever en fait le du illégal et je vais t'apporter une solution qui va permettre de traiter différemment. Donc c'est pour ça oui le légal, le meilleur moyen c'est quand même de faire revenir la personne à la raison sur Juste comme ça, pour que vous sachiez, ils nous ont donné leur numéro de compte pour la présentation d'aujourd'hui. On a leur RIB si vous voulez. Vous n'avez pas dit pour la présentation. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup Emmanuel et Stéphane pour cette intervention. Vous avez été plein de verbes. Et, je vous propose de continuer cette discussion. Il y a un petit cocktail. Merci aussi à tous d'être venus, d'avoir participé. Et, prochainement, nous allons faire encore un dernier pour la saison qui s'arrêtera avant l'été. On va faire aussi prochainement une intervention avec cette fois-ci le Club Business Angel d'EDEC. On est en train de préparer pour le mois de juin, fin juin de mémoire. On va préparer donc aussi une intervention et une relation aussi avec les autres clubs. Et ça sera justement sur le financement. On vous enverra certainement les informations. Regardez bien sur l'agenda. Il y aura pas mal de choses assez intéressantes d'ici la fin de l'année. Et Christelle, justement, est en train de préparer vraiment des choses sympathiques. Donc, merci vraiment sincèrement d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Je pense que si vous avez encore des questions que vous n'avez pas encore posées, n'hésitez pas. On va échanger avec de la convivialité avec